Bien. Chers collègues, on attend que ça démarre. Rebonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons l'examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie sur le rapport de Madame Sophie Panonacle et de Monsieur Luc Lamiraud. Comme je vous l'ai annoncé ce matin, nous débuterons la présente réunion par l'examen des articles ayant été délégués au fond à 2 des 3 commissions permanentes dont l'avis a été sollicité, la commission du développement durable et la commission des finances. Notre collègue rapporteur pour avis de la commission des lois n'étant pas disponible avant 16 heures, nous l'entendrons en fin de réunion. Chaque rapporteur pour avis nous fera part des principales dispositions adoptées par sa commission, puis, après chaque intervention, je soumettrai ces amendements à notre vote. Conformément aux usages régissant la procédure de délégation au fond, la commission des affaires économiques s'est engagée à adopter les amendements votés par les commissions dont l'avis a été sollicité. Nous commençons par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, saisie des titres 1er, 4 et 6. Monsieur Anthony Brosse, rapporteur pour avis, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Hier soir s'est tenu en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire l'examen des titres 1, 4 et 6 de la proposition de loi que vous examinez depuis ce matin. Avec 16 articles délégués au fond et près de 150 amendements à étudier, nos débats ont été sereins et de bonne qualité, durant lesquels chacun a pu défendre ses positions avec écoute. Serein, car la cause est partagée par l'ensemble des groupes politiques de cette Assemblée et nous pouvons nous en féliciter tant le moment est important à l'approche d'un été qui s'annonce encore une fois redoutable pour nos forêts et notre sécurité civile, que je tiens une nouvelle fois à saluer pour son engagement. Les enjeux sont importants pour chacun de nous dans nos territoires, alors que la forêt recouvre 31% du territoire métropolitain. Les articles qui nous étaient délégués comprenaient notamment la mise en place d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les incendies, dont l'objet est de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes. Notre commission a décidé d'accorder, grâce à un amendement du groupe Les Républicains, une attention particulière aux organisations professionnelles agricoles ainsi qu'au pastoralisme, activité exercée notamment dans les zones montagneuses forestières. Tandis que nous avons simplifié le dispositif permettant au ministère de qualifier par arrêté les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie, les départements pourront également demander à intégrer cette liste à leur demande. Notre commission a également adopté un amendement portant article additionnel à mon initiative afin d'harmoniser le régime de constitution des propriétaires forestiers en association libre syndicale afin qu'ils puissent conduire des travaux forestiers. Ce régime prévu pour les massifs classés à risque a été étendu aux départements particulièrement exposés au risque d'incendie. Un autre article additionnel a été adopté à l'initiative du groupe socialiste afin de permettre le transfert à un groupement de collectivités la compétence de réglementation en matière de défense extérieure contre les incendies. À l'initiative de nos collègues sénateurs, des délégations à la protection de la forêt chargées d'animer et de coordonner les services de l'État en matière de défense des forêts contre les incendies pourront être créées par arrêté. Notre commission, de manière transpartisane, a jugé bon d'associer les présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, les PCASDIS, au regard de l'importance de la coordination dans ce domaine. Nous avons également, en accord avec le rapport présenté récemment par notre collègue Sophie Panonacle, souhaité préciser que la recherche devra contribuer à l'élaboration d'une politique de diversification des essences. Les forêts peuplées de multiples essences présentent en effet l'avantage de ralentir la progression des incendies, comme nous l'ont présenté les différents acteurs auditionnés. Le titre 4 introduit une mesure attendue et particulièrement nécessaire pour donner un cadre opérationnel efficace au déploiement des moyens de prévention et de lutte contre les incendies. Je fais référence à l'article 21 qui prévoit la déclinaison des plans de protection des forêts contre les incendies, les PPFCI, à l'échelle des massifs forestiers. Le massif est en effet le maillage territorial pertinent pour mener de nombreuses actions de terrain en défense de forêt contre les incendies. L'article 22 sur le droit de préemption a fait débat, mais a été utilement précisé par notre commission afin de lever toute ambiguïté, bien que son application restera somme toute marginale. À l'article 24, nous avons amélioré la cartographie des voies de desserte en forêt qui seront disponibles au niveau national sur un portail numérique gratuit. Celle-ci prendra également en considération les points d'eau pour faciliter l'action de nos sapeurs-pompiers sur le terrain. Enfin, le titre 6 contient des mesures visant à mieux sensibiliser les populations au risque d'incendie dans nos forêts. Ce volet de la lutte est loin d'être négligeable. Je rappelle que 90% des feux en forêt sont d'origine humaine.
En particulier, les jets de mégots sont une cause fréquente de départ de feu qui pourrait largement être évitée si la population était simplement mieux informée des risques. À ce titre, l'article 30 mobilise la filière REP Alcom, donc la filière REP mégots. Un décret en Conseil d'État a été ajouté pour en préciser les modalités d'application, notamment sur les campagnes de communication et leur financement par cet éco-organisme. Notre commission a créé un article additionnel afin que chaque collégien participe durant sa scolarité à une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile, à la demande de nos collègues du groupe écologiste. Enfin, l'article 31 instaure une interdiction de fumer jusqu'à 200 mètres des bois et forêts les plus exposés au risque incendie. Mes chers collègues, je vous souhaite que vos débats se poursuivent dans la même sérénité que les nôtres ont pu l'être hier. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Alors, je vais vous proposer du coup qu'on reprenne, comme on s'y était engagé, la totalité des amendements qui ont été votés par la commission. Et donc, on va y aller un par un et on va faire toute une série de votes à la fois. Donc, du coup, sur le 276, on les met directement au voix. Donc, sur le 276, qui est pour, contre, adopté. 277 qui est pour, contre, adopté. Le 278 qui est pour, contre, adopté. 279 qui est pour, contre, adopté. Donc sur l'article 1er qui est pour, contre, adopté. Article 2, le 281 qui est pour, contre, adopté. 282 pour, contre, adopté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour, contre, adopté. Article additionnel après l'article 2, le 283 qui est pour, contre, adopté. Article 3, 284 qui est pour, contre, adopté. 285 qui est pour, contre, adopté. 286 qui est pour, contre, adopté. 287 qui est pour, contre, adopté. Je mets au voie l'article 3 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 4, 288 qui est pour, contre, adopté. Je mets au voie l'article 4 qui est pour, contre, il est adopté. Article 5, 289 qui est pour, contre, adopté. 290 qui est pour, contre, adopté. 291 qui est pour, contre, adopté. Je mets au voie l'article 5 qui est pour, contre, adopté. Article additionnel, c'est un peu long, mais moi ça va. C'est à vous qu'il faut le demander. Après article 5, 292 qui est pour, contre, adopté. Article 6, 293 qui est pour, contre, adopté. 295 qui est pour, contre, adopté. Et donc je me vois l'article 6 qui est pour, contre. L'article 6 est adopté. Article additionnel après l'article 6, le 296 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 7, le 298 qui est pour, contre, adopté. Et je mets donc au voie l'article 7 qui est pour, contre, adopté. Article 7 bis, 299 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets au voie l'article 7 bis qui est pour, contre, adopté. Article 7 ter. Le 300 qui est pour, contre, adopté. Je mets au voie l'article 7 ter qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 21, le 301 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 302 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 303 qui est pour, qui est contre, adopté. Le 304 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix la totalité de l'article 21 qui est pour, contre, adopté. Article 22, le 305 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 306 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 307 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 308 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 309 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et je mets donc l'article 22 aux voix, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 23, le 310, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 23, qui est pour, qui est contre, adopté. Article 24, le 311, qui est pour, qui est contre, adopté. Le 312, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 313, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 314, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 315, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 316, qui est pour, qui est contre, c'est adopté. L'article 24, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Sur l'article 30,
J'ai le 317. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 318. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 30. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article 30 bis. Je mets directement aux voix l'article 30 bis, puisqu'il n'y avait pas d'amendement sur cet article. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Article additionnel après l'article 30 bis, le 319. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Dernier article que nous devons voter sur le 31. Le 320. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 321. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets donc aux voix l'article 31. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et donc, c'est à présent le tour de la Commission des finances, qui s'est prononcée sur les articles 20 et 20 bis et sur le titre 8, de nous donner son avis et ses amendements. Madame Sophie Mettet, rapporteur pour avis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le rapporteur, puisque Messieurs les rapporteurs, il est encore là. Chers collègues, je vous remercie de m'accueillir au sein de la Commission des affaires économiques en tant que rapporteur pour avis au nom de la Commission des finances sur les articles 20, 20 bis et 35 à 37. La Commission des finances s'est réunie ce matin et les échanges qui s'y sont tenus ont été intéressants et constructifs. Cette commission a supprimé l'article 20 qui pérennise et élargit un triple crédit d'impôt en faveur des investissements forestiers, le fameux défi, alors que le dispositif vient à peine d'être simplifié et rehaussé par l'article 10 de la loi de finances pour 2023. La Commission des finances a aussi supprimé l'article 20 bis afin de maintenir le bornage d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée concernant certains travaux sylvicoles. Sur ces deux dispositifs, il s'agit de conserver la bonne pratique qui tient à ce que les niches fiscales soient évaluées avant leur reconduction. Le président Coquerel, le rapporteur général et moi-même allons demander un chiffrage au gouvernement d'ici la fin de la session. Nous avons apporté une modification rédactionnelle au titre 8. Nous avons adopté un article additionnel avant l'article 35 qui revient à déplacer vers la place la plus adéquate du Code forestier la mention de la défense contre les incendies, DFCI, parmi les objectifs techniques et financiers de la politique de l'État. La Commission des finances a apporté 3 modifications à l'article 35 pour rappeler, sans surcharger la loi, le principe suivant lequel les aides publiques sont subordonnées à des critères environnementaux, supprimer des alinéas satisfaits sur le fond comme sur la forme et opérer à une correction rédactionnelle. À l'article 36, nous avons précisé que la promotion de l'assurance ne devait pas se faire seulement en lien avec les syndicats de propriétaires, mais avec l'ensemble des structures de représentation et de regroupement, donc les associations agréées et les coopératives. Puis, après l'article 36, nous avons adopté une disposition prévoyant qu'un député et un sénateur siègent au conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière. Enfin, sur l'article 37, nous avons adopté 2 rédactionnels. Monsieur le Président, je propose donc à la Commission des affaires économiques d'adopter les amendements CE 340 à CE 350. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Et puis, comme tout à l'heure, on s'était engagé à adopter les amendements votés par votre commission, et donc nous allons tout de suite les examiner et, je l'espère, les adopter conformément à notre engagement. Je vous propose donc, sur l'article 20, le 340, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'article... Donc, attends, parce qu'il est supprimé, l'article. Donc, ça veut dire que l'article 20 est donc supprimé puisque nous venons d'adopter l'amendement. Article 20 bis, sur le 341, qui est un amendement également de suppression, qui est pour, qui est contre. L'article 20 bis est donc supprimé. Article additionnel avant l'article 35. Le 342, qui est un amendement rédactionnel, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et le 343, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 35, le 344, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et le 345, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et le 346, rédactionnel, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 35. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article 36 sur le 347, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 36, qui est pour, qui est contre, qui est adopté. Allez, courage, on arrive au bout. Article additionnel après l'article 36, 348, qui est pour, qui est contre, il est adopté.
Nous passons à l'article 37. J'ai l'amendement 349 qui est un amendement rédaction. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 350, coordination. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets au voie l'article 37. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci, chers collègues. Merci à vous. Et nous allons donc revenir à l'examen des articles examinés par notre seule commission. Nous en sommes restés ce matin à l'amendement CE 122 à l'article 16. Et donc, il nous reste 44 amendements à étudier. Et je vous propose donc tout de suite de passer donc article 16, amendement pouvant être soumis à une discussion commune, amendement identique, le 122. Monsieur Delautrette, c'est à vous. Passez de 20 à 10. Allez-y. C'est le seuil minimal d'obligation de la mise en place d'un plan de gestion. C'est 10 bien hectares ça, à 20 Monsieur le hectares. Président. Donc, ce qu'il vous est proposé, c'est d'abaisser le seuil de surface pour la mise en place des plans simples de gestion. Je rappelle que 2/3 de la forêt privée française n'est pas couverte par un plan simple de gestion et que ce faible taux de couverture s'explique notamment par le morcellement foncier. Mais je ne vous apprends rien. Or, si on regarde un petit peu les conséquences des PSG, c'est que la fréquence de coupe est 2 fois plus élevée sur les parcelles dotées d'un plan. C'est la raison pour laquelle il nous paraît judicieux d'abaisser ce seuil à 10 hectares. Je vous remercie. J'ai un amendement identique porté par Madame Orgol. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Un amendement de mon excellente collègue Bellucco. En l'état actuel du droit, l'élaboration d'un plan simple de gestion est obligatoire pour toute parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares. L'objet de cet article est d'abaisser le seuil à 20 hectares afin que davantage de propriétaires adoptent ces bonnes pratiques. Nous sommes tous d'accord ici, je pense, pour saluer l'intérêt et l'efficacité de ces plans simples de gestion dans la mise en œuvre de bonnes pratiques pour lutter contre le risque incendie. Pourquoi donc réduire le seuil à partir duquel ce PSG est obligatoire à 20 hectares seulement? Pourquoi ne pas le réduire à 15 ou même à 10 hectares? Ce débat mérite d'être posé ici. C'est le but de cet amendement et de cette discussion pour vous faire une idée éclairée de l'impact de la réduction de ce seuil. Quelques chiffres. Une réduction à 20 hectares concernera 22 000 propriétaires et 500 000 hectares supplémentaires obligés d'élaborer un PSG, quand une réduction du seuil à 10 hectares concernerait 2 millions d'hectares et près de 130 000 propriétaires supplémentaires. Plus le seuil sera abaissé, plus la lutte contre les incendies sera facilitée. Alors que les ressources en eau pour éteindre les incendies sont de plus en plus contraintes partout sur notre territoire, que les sécheresses s'aggravent et se multiplient à mesure que le changement climatique s'accélère, un nouvel abaissement du seuil de déclenchement de ces plans sera nécessairement à l'ordre du jour rapidement. Autant prendre de l'avance aussi, chers collègues. Je vous propose d'être ambitieuse et ambitieux dès aujourd'hui en passant directement ce seuil de déclenchement à 10 hectares. Je vous remercie, Monsieur Delautrette. Dans la discussion commune, vous aviez le 123. Cette fois-ci, c'est de 20 à 15. Oui, c'est un amendement de repli. Donc, une fois la discussion faite, si le 10 hectares ne convenait pas, il vous est proposé de l'abaisser à 15. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, qu'en dites-vous? Alors, ce seuil de 20 hectares qu'aujourd'hui on vous demande d'accepter, de passer de 25 à 20, est le résultat d'une large consultation qui a été réalisée ces derniers temps. Il permet de couvrir déjà 500 000 hectares supplémentaires de forêt et il représente 22 000 exploitations. Donc l'idée, c'est effectivement, on est tous d'accord sur les bienfaits du plan simple de gestion, mais c'est d'absorber déjà ces 22 000 plans simples de gestion supplémentaires et donc ça sera un avis défavorable pour descendre plus bas. Pour qu'on puisse déjà absorber ces 22 000. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote sur les amendements identiques 122 avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Le 123 de Monsieur Delautrette, avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune, j'ai le 214, Madame Regol. Et je vous propose, Monsieur le Président, de défendre 214 et le suivant, donc le 227. Avec grand plaisir, merci beaucoup.
Cet amendement est évidemment complémentaire du précédent. J'ai bien entendu votre réponse, monsieur le rapporteur, mais la diminution du seuil reste à nos yeux un objectif, un outil utile, donc qui vise à rendre obligatoire l'élaboration de ces plans pour les parcelles contiguës formant une unité forestière et dont la surface totale est supérieure à 10 hectares appartenant à au moins 3 propriétaires. Tout comme le nuage radioactif ne s'est pas arrêté à nos frontières, les feux ne s'arrêtent pas aux frontières des passerelles. C'est ce qui fonde notre demande. Les petits propriétaires dont la surface de la passerelle est inférieure à 3 hectares resteraient exemptés par ce mécanisme. Ainsi, cet amendement ne fait qu'étendre à des parcelles de taille moyenne, 3 parcelles formant plus de 10 hectares, ce plan facilitateur dans la prévention de la lutte contre les incendies. Le suivant est un amendement de repli sur une unité de 20 hectares, toujours à 3 parcelles. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Quel est votre avis sur les 2 amendements qui nous sont proposés ? Donc pour le premier à 10 hectares, les arguments des amendements précédents valent. Pour celui où vous proposez le regroupement sur 20 hectares, c'est quelque chose qui est déjà possible dans le droit forestier. Il faut que ça soit volontaire, on est bien d'accord, mais nous avons une préférence pour le laisser au volontariat, pour ne pas imposer à savoir quels propriétaires devraient s'associer entre eux. Personne ne veut prendre cette responsabilité de savoir quels sont ceux qui devront s'associer. Donc c'est pour cette raison que je vous propose un avis défavorable, Monsieur le Président. Très bien, pas de demande d'intervention. Je vais donc les mettre aux voix successivement. Sur le 214, ayant reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Sur le 227, défavorable, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 16, qui est pour l'article, qui est contre. L'article 16 est adopté. Article 17, j'ai monsieur le rapporteur qui nous propose un amendement, le 271. Rédactionnel. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 272, toujours monsieur le rapporteur. Précision juridique. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je vais donc mettre aux voix directement l'article 17, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Sur l'article 18, on commence avec un amendement de suppression proposé par monsieur Delautrette, le 110. Alors attendez, réappuyer. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit effectivement d'un amendement de suppression de l'article, tout simplement parce que les dispositions prévues par l'article 25 sont déjà satisfaites par l'actuelle rédaction de l'article L341-2 du Code forestier. Donc cet article 25 ne constitue pas une avancée en matière de protection des forêts contre l'incendie. Je tiens à rappeler que lors de la mission conjointe de contrôle du Sénat, l'administration et les forestiers sont peu favorables à ce type de mesures et nous sommes alertés sur les risques que présenterait le maintien de cet article sur une potentielle hausse des défrichements. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, sur cette suppression d'article. Qu'en dites-vous ? Écoutez, moi, cet article-là me va bien, il s'articule avec le reste. Et puis, en revanche, vous avez présenté des amendements sur cet article, entre autres le 117 qui me plaisait bien. Donc, ça serait dommage qu'on ne puisse pas en discuter. Donc, je vous propose de soit retirer, soit un avis défavorable. Monsieur Delautrette, êtes-vous convaincu par cette proposition de... À défaut du retrait, je vous proposerai d'améliorer effectivement l'article, mais on va commencer par examiner le retrait et ensuite on verra l'amélioration si toutefois vous ne l'acceptez pas. C'est compris. Donc on va le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Excusez-moi. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune. Nous avons le 101 de Madame Regol. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Je serai rapide. Cet amendement vise à ajouter à ce texte des enjeux essentiels, donc à ajouter les notions de préservation de la biodiversité, des sols et toutes les questions de résilience qui sont peut-être un petit peu implicites, mais certainement pas ajoutées de façon explicite dans cet article. Merci beaucoup. Toujours dans la discussion commune, le fameux 117, Monsieur Delautrette.
C'est exactement le même amendement, donc je ne vais pas m'attarder sur sa présentation. Alors, moi, il était en discussion commune, mais il n'est pas identique. Donc, je vais laisser le rapporteur donner son avis, mais j'ai besoin d'un avis sur les deux amendements, puisque il n'est pas identique. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais donner un avis défavorable sur le 101 au profit du 117. Le 101 me semble un peu compliqué et parler d'amélioration de la résilience, c'est beaucoup trop large pour moi quand on parle uniquement de la lutte contre les feux de forêt. En revanche, l'amendement de Monsieur Delautrette, j'y mets un avis favorable qui me semble plus simple et plus facile à mettre en œuvre. Madame Regol. Merci. OK pour qu'il y ait au moins l'amendement de mon collègue. Cependant, je m'interroge sur le refus de ce terme de résilience. Ça fait partie de ce que les services de lutte contre les incendies mettent en avant comme devoir d'action, de réaction, pour qu'il ne soit pas toujours le dernier maillon et pas toujours projeté à plus d'urgence avec des feux de forêt qui, dès l'émergence, atteignent de grandes puissances calorifiques. Et donc, oui, la résilience, ça fait partie des outils que l'on doit mettre en avant pour être en capacité d'assurer un travail correct et de lutter contre les feux de forêt. Bien, nous allons donc mettre aux voix successivement ces deux amendements. Le premier, le 101, a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons donc au 117 avec un avis favorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous passons au 118 de Monsieur Delautrette. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à conditionner toute majoration dans l'attribution des aides publiques à des critères environnementaux pour préserver le rôle essentiel de nos forêts face aux défis climatiques. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, cet amendement tendrait à modifier complètement notre régime d'aide publique et ça dans cette PPL, ça ne me semble pas judicieux de le faire et trop compliqué. Donc c'est pour ça que je vous donne un avis défavorable. Monsieur Delautrette, vous souhaitiez rebondir sur le sujet. Allez-y, appuyez sur le micro. Oui, tout bon. J'entends effectivement, hein, ça peut effectivement conduire à ce type de choses. Pour autant, justement, cette PPL nous permet d'aborder ce sujet et nous permet de le faire. Je voudrais quand même faire un parallèle à ce qu'on a adopté tout à l'heure et qui fait suite aux amendements qui ont été adoptés en commission développement durable CDDAT. Nous avons adopté les amendements, notamment un qui reconnaît l'intérêt de la diversification des essences et le rôle que ça joue dans cette PPL. Or, si on fait le parallèle avec les discussions qu'on a eues ici même en CAE, nous avons rejeté, vous avez rejeté les amendements qui aller dans le même sens de la prise en compte justement de cette nécessité pour mieux lutter contre l'incendie. Donc à un moment, ça pose une question de cohérence globale du texte et c'est l'occasion justement peut-être de revenir un petit peu sur tout cela. Bien, monsieur le rapporteur, vous souhaitiez rebondir. Attendez, juste avant, est-ce qu'il y avait un contrepoint à ce qu'a dit monsieur Delautrette? Non. Monsieur le rapporteur, on clôt la discussion et on vote. Oui, juste pour confirmer qu'on vient de prendre l'amendement 117 qui parle de biodiversité. Là, on parle d'adapter les aides publiques à cette biodiversité. Donc, ça rentre dans d'autres textes et beaucoup plus compliqué. Bien. Je crois qu'on est éclairé. On peut passer au vote. Le 118 avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Et je mets donc aux voix l'article 18. L'article qui est pour, qui est contre. L'article 18 est adopté. Sur l'article 19, monsieur le rapporteur, vous proposez une précision juridique, le 275. Je le mets donc aux voix qui est pour, qui est contre. Adopté le 274. Rédactionnel. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 273. Rédactionnel également. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et je mets donc aux voix directement l'article 19. Qui est pour, qui est contre. L'article 19 est adopté. Article additionnel après l'article 19, le 224. C'est
Qui prend la relève? Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous proposons d'exclure de la politique forestière les pratiques civicoles telles que les plantations monospécifiques et la conversion de forêts diversifiées en plantations monospécifiques, ne pouvant être considérées comme relevant d'une gestion durable. Elles ne peuvent donc être contenues dans des documents de gestion et ne peuvent faire l'objet d'aides publiques. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Ouais, juste pour dire que c'est déjà pris en compte dans les aides publiques, donc ça n'a pas lieu d'être dans cette PPL. Donc je donne un avis défavorable. Bien, pas de reprise de parole. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame Rugol pour le 77. Pardon, réappuyez, voilà, c'est bon. Réappuyez sur le micro. Voilà, c'est parfait. Pour la troisième fois, et je vais dire défendu. Défendu, monsieur le rapporteur. Votre avis? Défavorable. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons, Madame Rugol, au 151. Avec cette fois-ci le micro qui fonctionne. On avance. Désolée, je me perds dans mes papiers, Pas de Monsieur le souci. Président. C'était une demande de rapport, je crois. Tout à fait, mais le précédent aussi était une demande de D'accord. rapport. Juste, c'est pour pas confondre mes deux demandes de rapport. Le développement, le cycle de vie d'un arbre, c'est un cycle long. La vie d'un massif l'est tout autant. Les conditions de développement de certaines maladies ou l'adaptation des arbres à des températures qui augmentent plus rapidement que dans les siècles passés sont des critères dont il faut tenir compte dès la plantation pour anticiper à la fois les risques d'incendie, mais aussi la vitalité du massif forestier. Je vous rappelle que les bûcherons sont aujourd'hui la profession qui meurt le plus, notamment parce que du fait du réchauffement climatique, les cimes des arbres, lorsqu'ils travaillent, leur tombent dessus et tuent des hommes tout le temps, tout au long de l'année. Les communes forestières doivent aujourd'hui faire face à une tempête silencieuse qui détruit inexorablement nos forêts, crise sanitaire à répétition, attaques de parasites. C'est le cas notamment en région Grand Est avec l'épidémie de scolyte qui s'étend désormais un petit peu partout dans la moitié nord de la France, on va dire grosso modo. Les conditions climatiques extrêmes de ces dernières années en France ont engendré de multiples crises sanitaires en forêt. Ces dernières prennent la forme d'une importante prolifération, que ce soit de parasites, donc d'insectes, de champignons, qui provoquent de sérieux dépérissements dans les peuplements. Ainsi, cet amendement vise à ce que le gouvernement remette au Parlement, dans un délai d'1 an, à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant l'analyse prospective des impacts du changement climatique sur les massifs boisiers et forestiers, comprenant une simulation des potentiels dégâts causés par les futurs incendies, ainsi qu'un diagnostic des risques d'accélération des pathogènes occasionnés par le réchauffement du climat, tout en proposant évidemment des solutions pour lutter efficacement contre les scolytes, par exemple, ceci afin de pouvoir documenter et éclairer nos décisions à venir. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Quel est votre avis? Bon, personnellement, je ne suis pas pour la multiplication des rapports, mais là, il se trouve qu'il y en a quand même eu un qui a été fait par l'excellent rapport de Sophie Panonacle qui a été présenté la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, je pense que ça ferait doublon. Donc, avis défavorable pour cette demande de rapport. Merci. J'ai monsieur Delepinot qui souhaitait s'exprimer. Oui, ce rapport pourrait être intéressant, mais à mon avis, il exclut une autre cause du dépérissement de nos forêts, que sont les pluies acides. Et je suis assez étonné de voir que les écologistes n'en parlent plus. Tout est axé sur le réchauffement climatique, le dessèchement. Mais je tiens à rappeler que l'Allemagne, sous la pression des écologistes allemands, ont décidé d'abandonner définitivement le nucléaire, de relancer massivement les centrales à charbon et à lignite, et nous récupérons, nous, les conséquences de ce choix énergétique par les pluies acides qui dévastent également nos forêts. Donc je crois que ce serait intéressant, si on veut être totalement complet, d'intégrer cette dimension environnementale dans l'étude. Merci. Alors pour un contrepoint, je vous propose de donner la parole à Madame Rugol. Allez-y, Madame Rugol.
Hop, je viens de le fermer. Très bien. Merci beaucoup. Oui, c'est toujours amusant hein, de voir que quand un pays ferme 20 centrales alors que son mix énergétique était basé essentiellement sur le charbon et que donc il ferme les dites centrales en plus de centrales nucléaires, on trouve toujours en France des personnes qui ne cherchent pas à s'informer et qui continuent à raconter que l'Allemagne développe massivement les centrales à charbon quand la France, elle, vient de réouvrir une, puis bientôt 2 centrales, réemporte du gaz de schiste, réautorise des pesticides qui sont jugés comme étant climaticides et j'en passe beaucoup. Je me tairai sur certains votes à l'échelle européenne des amis de mon collègue. Ce qui nous occupe ici, et j'ai entendu les rapporteurs d'autres commissions le dire tout à l'heure, c'est d'arriver à avancer avec l'outil qui nous est donné en essayant de le muscler au mieux pour qu'à la sortie, ce texte puisse nous permettre d'envisager d'avoir un minimum d'outils. Je vous rappelle que les pompiers nous disent petite loi, petit effet et on attendait un peu plus, mais tout de même d'avoir un minimum d'outils pour affronter les étés qui viennent en arrêtant d'avoir des services de la sécurité incendie qui cumulent à la fois leurs heures professionnelles et leurs heures de sapeurs-pompiers volontaires pour arriver à sauver des vies. C'est de ça dont on parle. Merci de respecter un peu ça, chers collègues. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au vote sur cet amendement ayant reçu un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous passons aux articles additionnels avant l'article 25. Et j'ai le 129 de Monsieur Morel à l'huissier qui n'est pas défendu. Qui n'est pas défendu. Article 25, le 264, Monsieur le rapporteur. Vous nous proposez un amendement qui n'est pas rédactionnel. Qui est plus que rédactionnel. Un poil plus. Enfin, vous pouvez dire défendu, comme vous souhaitez. Un peu plus que rédactionnel. Ce que je souhaite dans cet amendement, c'est souligner le rôle important joué par les coupures agricoles et notamment pastorales, qui sont aussi des coupe-feux au sein des massifs forestiers. Voilà pourquoi. Enfin, l'idée, c'est de valoriser ces pratiques. Et c'est pour ça que je donnerai un avis favorable à mon amendement. Très bien. C'est un amendement qui rédige la totalité de l'article d'une nouvelle manière. Et donc, y a-t-il une demande de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer au vote sur cet amendement du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et donc, l'article 25 est ainsi rédigé. Article additionnel après l'article 25. Nous sommes au 130. Monsieur Morel à l'huissier n'est pas là. Je passe donc aux deux... Allez-y. Ils sont tombés parce que l'amendement de monsieur le rapporteur, en fait, rédigeait globalement la totalité de l'article. Donc il n'y a plus d'amendement sur le sujet. En revanche, vous pouvez amender cette nouvelle version de l'article, bien sûr, en séance. Nous sommes donc avec le 130. Morel à l'huissier n'est pas, monsieur Morel à l'huissier n'est pas présent, donc il n'est pas défendu. Le 217, j'ai monsieur Vermoël-Marquez. Non, il n'est pas signataire. Y a-t-il un signataire de celui-là? Le 217, une fois, 2 fois, 3 fois, il n'est pas défendu. Le 84, Madame Edelgrière, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cet amendement fait suite aux incendies de l'été dernier où de nombreuses pistes ont été ouvertes pour accéder aux incendies et cet amendement propose que l'on puisse laisser ces pistes ouvertes sans faire de demande d'autorisation de défrichement comme c'est le cas. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Quel est votre avis? Votre micro, monsieur le rapporteur, qu'on entende bien votre avis. Allez-y. L'article 341 du Code forestier prévoit déjà qu'un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur protection ne constitue pas un défrichement. L'ouverture d'une piste DFCI peut donc en théorie d'ores et déjà entrer dans ce cadre. Les pistes créées à la suite d'un incendie doivent quant à elles faire l'objet d'une servitude de DFCI, conformément à la procédure. Donc c'est une demande de retrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de défrichement, d'autorisation de défrichement. Y a-t-il... Vous souhaitiez réintervenir, Madame Edelgrière, allez-y. Pardon. Si je l'ai proposé, c'est que ça correspond à une réalité observée sur le terrain dans mon département. Donc ça peut être une mésinterprétation, ce qui est tout à fait entendable. Mais si c'est effectivement le cas, je suis prête à le retirer. Mais j'aimerais bien que ça s'applique sur le terrain. Bien. Donc,
Est-il retiré ou maintenu? Il est retiré. Très bien. J'ai l'amendement numéro 43. Madame Regol, c'est à vous. Le 216 ? C'est le 43 et c'est une demande de rapport sur les ouvrages Eh bien, de on va dire production. défendu alors, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable. Il est défavorable. Je le mets donc au voie avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 141, côté Rassemblement national. Monsieur Delépino? Oui, il va se poser immanquablement la tentation de certains photovoltaïciens d'utiliser les surfaces détruites par les incendies pour poser du photovoltaïque. Je crois que la question se pose de manière prégnante dans le sud-ouest, et plus particulièrement les Landes. Donc il serait quand même intéressant d'avoir un rapport sur les reconversions d'occupation du sol, en sachant qu'un risque non négligeable de perte définitive de la biodiversité se fasse par l'utilisation donc des surfaces en photovoltaïque. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Le fait que les parcelles aient brûlé ne change pas leur statut. Donc elles restent en statut forêt. Et donc je ne vois pas l'utilité d'un rapport. Alors attendez, prenez le micro si vous souhaitez dire quelque chose. Donc, vous êtes donc défavorable. Défavorable. Vous ne voyez pas l'utilité du rapport. Monsieur Delépino voit une grande utilité au rapport. Allez-y. Monsieur Delépino, il sait que, et vous aussi d'ailleurs, que la tentation est très forte d'amener à cette reconversion des sites, puisque le déboisement a un coût, la transition énergétique, on l'a évoqué dans cette commission. Donc par conséquent, je pense qu'il est quand même utile qu'une commission d'enquête s'intéresse via un rapport sur ce sujet, puisque la tentation est très forte de reconvertir les anciennes forêts brûlées. Bien, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, on va laisser le vote décider. Sur cet amendement, avec un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Article 26, le 119 nous est proposé par monsieur Delotrette. Oui, merci Monsieur le Président. Donc les incendies de l'année passée ont montré que les feuillus au sein des peuplements mélangés brûlent moins bien que les résineux qu'ils côtoient et que leur présence semble ralentir la progression des feux et diminuer leur intensité. Plusieurs études ont montré l'effet bénéfique des mélanges sur les taux de survie aux perturbations. Il ne s'agit évidemment pas de remplacer tous les résineux par des feuillus, mais bien d'introduire en mélange des feuillus en accompagnement pour au moins 30% des tiges, de façon à augmenter la résilience des peuplements. Cet amendement a été travaillé avec l'association Canopée. Et je voudrais dire que, justement, cet amendement, je parlais de cohérence dans le texte. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons adopté, suite à la commission CDDAT, un amendement qui allait dans ce sens-là. Donc, par souci de cohérence, il me semble que cet amendement a toute sa place dans notre texte. Alors, quel est l'avis du rapporteur ? Oui, et je pense que l'amendement que nous avons adopté tout à l'heure, qui nous provenait de la DDAT, était un bon amendement, mais ils n'ont pas adopté de seuil. Et là, le problème que j'ai, c'est le seuil. Pourquoi 30 et pas 20, pas 40 ? Donc moi, je laisserais plutôt ça à la réflexion ultérieure, et de manière à ce que, dans les discussions, on fixe les seuils s'il y a besoin d'en fixer. Donc c'est un avis défavorable. Bien, allez-y, chers collègues. Allez-y, madame. Oui, j'ai défendu ce matin le même amendement où justement était question des seuils. Je pense que cette notion des seuils, c'est important, notamment sur la question de replantation. Suite aux incendies, qui malheureusement, je ne vais pas redonner, je crois que c'est 60 000 hectares incendiés sur le territoire. Et donc, il est important tout de suite d'anticiper la question de la replantation et donc pour préserver la biodiversité. Donc, je suis tout à fait favorable à cet amendement déposé par mon collègue. Bien. Pas de contrepoint, je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 26 qui est pour,
Qui est contre? L'article 26 est adopté. Sur le 27, j'ai monsieur le rapporteur qui nous propose le 265. C'est un rédactionnel. Je le mets au voix. Qui est pour? Contre? Adopté. Le 266, rédactionnel. Coordination juridique. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 144, monsieur Morel à l'huissier n'est pas là. Monsieur Delotrette, vous nous proposez le 115. Excusez-moi. Cet amendement vise à prévoir en zone rurale et par les chambres départementales et régionales d'agriculture des actions de sensibilisation des particuliers concernant le risque d'incendie. Comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer ce matin, la culture du risque incendie chez nos concitoyens, on l'a vu à l'occasion des incendies de l'année passée, n'est pas courante. Et compte tenu du risque qui va se développer, il nous semble important de favoriser cela. Bien, monsieur le rapporteur, votre avis? Je comprends bien l'esprit et la volonté de faire, de sensibiliser le plus grand nombre. Simplement, les chambres d'agriculture sont des chambres consulaires, s'adressent à des professionnels, et je pense qu'il faut les laisser dans ce cadre-là, sinon elles vont se perdre un peu dans leurs fonctions et dans leurs compétences. Donc défavorable. Bien, je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets donc aux voix l'article 27 ainsi, totalement l'article 27, en fait, tout simplement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Sur l'article 28, j'ai le 218, Madame Boyer ou Madame Brulebois. Je ne les vois pas une fois, deux fois, trois fois. Il n'est pas défendu. Monsieur Lamiraud, vous nous proposez un rédactionnel, le 267. C'est ça? Rédactionnel, oui. Eh bien, donc je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 216 nous est proposé par Madame Regol. Merci. Tout à fait. L'objet de l'article 28 est de fournir davantage de moyens au préfet pour lutter contre les incendies en mobilisant les acteurs du monde agricole. Le préfet peut, par exemple, interdire certains travaux agricoles en période de sécheresse afin de prévenir des départs de feu. L'enjeu de cet amendement, c'est de se doter de moyens pour anticiper sur les périodes de sécheresse en misant sur les plus gros usages de l'eau, à savoir les usages agricoles, qui à eux seuls représentent 57% de la consommation d'eau. Ce ne sont pas les seuls, évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser le secteur agricole. La fille de paysan que je suis ne le ferait jamais, mais bien d'essayer de miser sur une gestion coordonnée de l'eau et donc de s'adosser sur les préfectures pour le gérer. Dans un contexte où la disponibilité en eau douce renouvelable a baissé de 14% depuis le début du siècle, il est nécessaire que l'agriculture contribue à la préservation de cette ressource. Dans les situations de sécheresse ou de risque incendie, il en va de son avenir, il en va de notre avenir. Je rappelle à cette Assemblée, si elle l'a oublié, qu'au moment où nous parlons, et depuis le début du mois d'avril, certains villages dans les Pyrénées-Orientales n'ont plus d'eau potable et ont déjà des mesures de restriction de fait. Il y a déjà eu 2 incendies proches de la frontière et jusqu'après la frontière avec l'Espagne. Les services de sécurité sont très inquiets, les habitantes et les habitants sont très inquiets dans un département où déjà l'État n'est pas, pour le moins que l'on puisse dire, extrêmement présent, et dans un État aussi où certaines grandes villes perdent 50% de leur capacité en eau en fuite parce que certains maires forts en parole sont incapables de faire des réparations nécessaires pour notre avenir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, votre avis? Oui, Madame Regol, je pense que cette réflexion sur l'usage de l'eau et sur les différents usages de l'eau est déjà en cours au niveau des préfectures. Dans notre département, je dis ça parce que je suis dans le même département que le président, il y a vraiment beaucoup de réflexions sur ce sujet, sur la sobriété nécessaire des uns et des autres, le partage de l'eau. Et donc, pour moi, c'est déjà satisfait que la problématique de l'eau soit prise en compte. Donc voilà pourquoi ça sera un avis défavorable. Je vous remercie. Madame Regol, allez-y. S'il vous plaît. Merci. J'entends que vous l'entendiez de cette façon, monsieur le rapporteur. Cependant, je pense que votre réponse a quelques années de retard.
Nous ne sommes plus au même niveau d'urgence qu'il y a quelque temps, quand certains plans ont été commencés à être pensés. Nous sommes à un niveau d'urgence qui a pourtant été expliqué par les hydrologues depuis une dizaine d'années. On ne découvre pas la situation, ça ne nous est pas tombé d'un coup sur la tête, sans vouloir paraphraser le qui aurait pu prédire, mais nous avions des données scientifiques. Les données scientifiques que l'on a aujourd'hui disent qu'il faut agir en urgence et de façon beaucoup plus importante que ce qui est fait jusqu'à présent, que ce soit les pompiers, que ce soit l'ONF, que ce soit les bûcherons, que ce soit les habitants, que ce soit les scientifiques. Tout le monde nous rappelle combien ce n'est pas nécessaire. J'entends votre réponse, je comprends le contexte dans lequel vous me la donnez, mais malgré votre avis défavorable, je me permets d'insister. Je pense que cette Assemblée n'a pas encore pris la mesure de l'urgence hydrique dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Pour un contrepoint à Madame Regol, Monsieur Delépinaud. Oui, le contrepoint, sur la base de l'exposé sommaire des motifs, on nous demande donc de confier au préfet la lutte contre les incendies en mobilisant les acteurs du monde agricole. Pour moi, c'est un très bel appel du pied à la nécessité de constituer des réserves d'eau. Or, les mêmes, aujourd'hui, nous empêchent de constituer ces réserves d'eau. Et à partir du moment où l'eau est conservée, elle peut être utilisée pour lutter contre l'incendie. Alors, que les choses aussi soient très claires, ne faites pas des textes à portée nationale et uniforme. Nous avons aujourd'hui des zones en France qui sont excédentaires en eau et d'autres qui sont déficitaires, et enfin des zones qui sont stables. Et le Vaucluse fait partie des zones stables parce que nous avons de la ressource souterraine en quantité. Par contre, les périodes sans pluie, elles, sont plus longues. Mais la quantité tombée annuellement reste toujours la même. Donc surtout, ne pas mettre, une fois de plus, de l'idéologie dans cette problématique. Soyons pragmatiques et laissons à chaque acteur local le soin de gérer en fonction de sa situation. Merci, on a pris un pour en compte. Je vous propose donc de mettre aux voix le 216 avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 28 qui est pour, qui est contre. L'article 28 est adopté. Sur le 29, j'ai le 268. Monsieur le rapporteur, c'est une clarification rédactionnelle. Je le mets donc aux voix. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. J'ai des amendements identiques. D'abord le 21 de Monsieur Bourgeot. C'est à vous. Oui, cet amendement vise à clarifier la notion d'interface entre une terre agricole et une parcelle forestière. En effet, la rédaction actuelle du texte n'indique pas clairement quel type de parcelle est concerné par une coupure de combustible. Alors, en amendement identique. Attendez, parce que là, vous m'avez donné une pochette avec amendements identiques, mais ils ne sont pas identiques. Donc, c'est une discussion commune. D'accord. Donc les deux sous-apportent sur l'amendement qui vient d'être présenté. D'accord. Donc sur le 200, donc j'ai deux sous-amendements qui sont proposés sur cet amendement de Monsieur Bourgeot. J'ai d'abord Monsieur le rapporteur qui souhaitait le sous-amender avec le 294 et ensuite le 297. Donc vous avez deux amendements rédactionnels, Monsieur le rapporteur. Oui, qui sont rédactionnels. Donc les deux sous-amendements sont rédactionnels. D'accord. Deux sous-amendements sont rédactionnels. Et donc là, j'ai bien, en fait, un identique... je vais laisser les porteurs éventuellement s'exprimer. Monsieur Nury, Monsieur Roland ne sont pas présents. Monsieur Travers, Monsieur le ministre Travers, ici présent, vous souhaitiez dire un mot sur cet amendement, peut-être? Défendu. Très bien. Et j'ai Monsieur Dive, qui avait un identique. Défendu avec les sous-amendements de Monsieur le rapporteur. Très bien. Donc... Merci beaucoup. Et donc l'avis du rapporteur est favorable à l'amendement, modulo l'acceptation de vos deux sous-amendements. On y arrive. Le 294, s'il n'y a pas de demande de prise de parole. Le 294 du rapporteur qui est pour, contre, adopté. Le 297 du rapporteur qui est pour, contre, adopté. Je mets donc aux voix l'amendement ainsi sous-amendé. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 29 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. J'ai un article additionnel après le 29, le 155, qui nous est proposé par... Alors, y a-t-il quelqu'un? Madame Boyer, Madame Brulebois, Monsieur Ribérotte, Monsieur Armand, Monsieur Valence, Monsieur Giraud, Monsieur Mournet, Monsieur Roseraine, Monsieur... Mais attendez, il y a bien quelqu'un? Oui, vous êtes là, vous êtes dessus. OK. Donc, il est défendu, Monsieur le rapporteur. Votre avis est... C'est une demande de retrait. Donc, demande de retrait à défaut défavorable.
Attendez, concentrez-vous s'il vous plaît. Monsieur Armand, vous le maintenez ou vous le retirez? Vous le retirez, c'est très bien. Amendement pouvant être soumis à une discussion commune, j'ai le 72. De Monsieur Rancoul, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement vise à demander un rapport sur le rôle du pastoralisme au niveau de la lutte contre les feux de forêt. Donc on sait que le pastoralisme a un effet bénéfique dans la lutte contre les feux de forêt du fait du débroussaillement naturel forcément que procure donc l'élevage. Et nous pourrions également dans ce rapport évaluer donc l'effet négatif que cause la diminution du nombre d'éleveurs sur nos territoires. Donc voilà l'objectif de cet amendement. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai un amendement dans la discussion commune qui est proposé par Madame Regol, le 71. Pas proposé par moi, mais défendu oui, par défendu, moi, pardon. Il est proposé par plein de monde et vous le défendez. Allez. Le pastoralisme, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le rapporteur, est une activité fondamentale dans nos territoires, à la fois parce que c'est une activité patrimoniale, mais aussi et surtout pour ceux qui nous concernent aujourd'hui, parce qu'elle contribue à une forme d'aménagement naturel de nos territoires, à la préservation de leur biodiversité et à la prévention des incendies. C'est ce à quoi concourent aussi bien la note et le rapport du comité français de l'UICN que celui de la Société botanique de France sur la prévention des risques incendies et la biodiversité des forêts françaises. Le pastoralisme est une des solutions pour faire face aux risques incendies. Cet amendement vise donc à demander à ce que le gouvernement remette, ça va vous faire plaisir, encore un rapport relatif aux mesures à mettre en œuvre pour renforcer les expérimentations avec les éleveurs pastoraux concernant la gestion du risque incendie, en particulier via le pastoralisme. Ça me permet de faire le lien, puisqu'il me reste 1 minute, avec la question de l'inculture sur l'inculture scientifique sur la gestion de l'eau. L'eau fonctionne, vous le savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le rapporteur, par cycle. Quand on extrait l'eau de ce cycle, elle ne participe plus à la vie du cycle. Et donc, on appauvrit le cycle de l'eau et on appauvrit les ressources en eau. Peut-être que mes collègues du fond de la salle réviseront leur cours de sciences. Je ne sais plus si c'est du début du collège ou de la fin de l'école primaire sur le cycle de l'eau. Je pense qu'il y a quelques schémas qui sauront les éclairer sur pourquoi des solutions comme des forêts denses, naturelles, vivantes, c'est-à-dire avec des espèces endémiques, le pastoralisme et d'autres moyens naturels permettent de lutter pour la préservation de l'eau et certainement pas leur privatisation. Bien. Quel est l'avis du rapporteur sur ces 2 amendements ? Alors, le rapporteur, il est emballé par le pastoralisme et par le sylvopastoralisme également, puisqu'on l'a développé, on en a parlé à l'article 25. Mais je crois que vous avez tout à l'heure et tous les deux dit les bienfaits du pastoralisme sur la lutte contre l'incendie. Donc, je ne vois pas l'utilité d'en faire un rapport, puisque vous avez déjà donné la conclusion du rapport. Donc, c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Une demande de prise de parole, monsieur Delépinaud. Les cancres du fond de la salle. J'invite la collègue à venir dans le Vaucluse. Nous, c'est plusieurs siècles de tradition de la gestion de l'eau dans un des départements les plus chauds de France. Donc, s'il vous plaît, le scientisme tel que vous l'évoquez, très bien, c'est votre marotte, c'est votre fond de doctrine. Mais dans le Vaucluse, nous sommes pragmatiques. Et depuis des siècles, nous gérons l'eau de manière pragmatique. Et je vous rappelle que nous avons été le potager et le verger de la France jusque dans les années 50. Donc, s'il vous plaît, pas de leçons dogmatiques sur le sujet. Madame Regol. C'était juste pour signaler à Monsieur le Président que je pense que les propos ont été un peu poussés. J'admets que pour ma part, j'ai une réponse qui était très provocatrice, mais ça fait quand même la 3e fois depuis cet après-midi que je vous ai rejoint. J'en suis ravie. Il se passe toujours beaucoup de choses ici. C'est la 3e fois que je me fais prendre à partie par un collègue que je n'avais jamais rencontré jusqu'à présent. Je pense que c'est pas des comportements qu'il y a. Je pense que vous pourrez noter que nous essayons, en tout cas moi j'essaye, d'être participative et d'essayer de construire ensemble, même s'il y a beaucoup de bruit quand je vous explique tout ça. Bien, chers collègues, j'invite chacun d'entre vous à bien rester, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on était dans une bonne ambiance apaisée sur le fond.
Je vous propose deux choses. D'une part, quand les orateurs parlent, essayez s'il vous plaît de faire silence, j'arrive pas à m'entendre moi-même. Donc attention, restons silencieux quand on écoute les uns et les autres. Et d'autre part, restons bien sur les amendements, pas d'invectives personnelles, pas de faits personnels, pas de provocation, histoire que l'on puisse avancer sereinement. Et donc, restons dans cette ambiance calme et apaisée. Une fois que ceci est dit, je vous propose de passer au vote sur ces deux amendements ayant reçu un avis défavorable du rapporteur. D'abord sur le 72 de Monsieur Rancoul, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Sur le 71 de Madame Pochon, défendu par Madame Regol, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Nous passons au 40 de Monsieur Rancoul. C'est à vous. Merci Monsieur le Président. Donc cet amendement vise à demander un rapport sur le rôle de la viticulture dans la gestion du risque incendie. Donc dans mon département de l'Aude, nous avons la chance d'avoir beaucoup de vignes pour le moment et un fort risque feu de forêt. Donc les vignes ont un grand rôle dans la lutte contre les feux de forêt. Ce sont des pare-flammes excellents, des pare-feux excellents. Et donc l'objectif de ce rapport est de mesurer l'intérêt de ces vignes et de promouvoir aussi la viticulture par la même occasion. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis? Écoute, votre amendement fera la promotion de la viticulture, mais un rapport supplémentaire pour dire que ça nous protège contre l'incendie, et je crois que ce n'est pas vraiment utile. On en a déjà fait la preuve à plusieurs reprises. Défavorable. Très bien, je vous donne la parole, Monsieur Delepinot, allez-y, sur le fond de l'amendement. Ça, c'est pas voilà. Ça aurait été intéressant, puisque retour d'expérience de SDIS dans le Sud. Ah non, bon. Depuis qu'il a été décidé sur le plan agronomique de pratiquer l'enherbement dans les vignes, donc entre les rangées, eh bien, les pompiers ont constaté que les surfaces plantées en vigne deviennent des vecteurs de propagation de l'incendie. Donc je me permets de le signaler. Il y a réellement une réflexion à avoir sur ce sujet, puisque l'enherbement peut être favorable pour fixer les sols et favoriser la biodiversité du sol, mais il peut constituer maintenant une circonstance aggravante dans la transmission de l'incendie. Merci. Pas d'autres demandes d'intervention. Je vais donc le mettre au voie avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 194 de Monsieur Carrière qui le défend. Monsieur Chauche, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Le suivi des incendies de manière précise est aujourd'hui une nécessité en France. Deux bases de données permettent d'effectuer ce suivi. L'EFIS, qui est le système européen d'observation des feux de forêt, et se base sur une analyse des images satellites pour déterminer les surfaces brûlées, et la BEDIF, qui est la base de données sur les incendies de forêt en France, qui est quant à elle une agglomération centralisée par les services de l'État. Chaque année, les écarts entre les deux bases sont énormes, chose normale étant donné les différences de méthode, mais cela permet peu d'adapter les pratiques et donc de déterminer l'origine des incendies. Par cet amendement, nous demandons donc un rapport quantitatif et géographique sur l'impact de l'écobuage, pratique ancestrale consistant à nettoyer défrichées par le feu des terres pastorales afin de les rendre propres à l'élevage. L'objectif est de permettre d'avoir un état des lieux de la pratique en France, de pouvoir en analyser la maîtrise et sa contenance, ainsi que sa pertinence en temps de sécheresse. La connaissance fine permettra d'adapter les pratiques, notamment dans les départements en proie à des restrictions d'eau et dont la pratique de l'écobuage est une tradition. Merci beaucoup. Donc, sur cet amendement, quel est l'avis du rapporteur? Juste que l'écobuage, effectivement, est une pratique bien connue, qui n'est quand même pas très importante sur notre territoire. Donc je trouve qu'un rapport uniquement sur ce sujet, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc ça sera un avis défavorable. En revanche, ça peut être une question au ministre à l'occasion. Je vous remercie. Pas d'autres interventions. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le 38, et c'était ça l'objet de ma discussion à l'instant, sur le 38, c'est un article qui nous a été transmis par le Sénat, mais que les sénateurs ont supprimé. Donc je vais vous demander de voter formellement sur l'article, sachant que les sénateurs l'ont supprimé. Donc l'idée, si on suit le Sénat, il faut suivre la suppression. Si on veut faire l'inverse des sénateurs, il faut voter pour l'amendement. Donc je mets formellement en voix qui est pour, qui est contre. Donc
nous sommes contre cet article et donc il est donc supprimé. Nous confirmons la suppression du Sénat. Sur le titre, avant le titre, on va passer tout juste, merci cher rapporteur d'être présent, à l'avis des articles se rattachant au titre 7 avec notre cher rapporteur Éric Pauget, ici présent, qui arrive juste à l'heure pour nous présenter les résultats des travaux de la commission des lois. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Et quel plaisir de retrouver la Commission des affaires économiques dans laquelle vous m'avez accueilli au cours du précédent mandat. Alors, mes chers collègues, la Commission des lois a adopté ce matin 18 amendements sur les dispositions du titre 7 de la proposition de loi. Titre 7 qui correspond aux articles 32 à 34 bis dont l'examen lui a été délégué au fond. Outre un amendement rédactionnel à l'intitulé du titre 7, un amendement 92 a été adopté à mon initiative à l'article 32. Cet article prévoit d'exonérer du paiement de l'accise sur l'essence et les gazoles, c'est-à-dire l'ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dite TICPE, les véhicules opérationnels et de surveillance des SDIS. Cette taxe représente un coût de plusieurs dizaines de millions d'euros annuels pour l'ensemble des SDIS. Elle pénalise financièrement lourdement ces services, notamment ceux qui sont contraints de déployer de très importants moyens afin de lutter contre les feux de forêt, comme le SDIS de la Gironde, auditionné dans le cadre de la préparation de ce texte. Il est littéralement inconcevable que les SDIS soient soumis au paiement de cette taxe sur les carburants alors qu'ils sont contraints d'utiliser par nature des véhicules énergivores afin de remplir efficacement leur mission. L'article 32 a fait l'objet d'une évolution entre sa rédaction initiale déposée par le Sénat, laquelle prévoyait une exonération totale de la TICPE pour les seuls véhicules de lutte anti-incendie des SDIS, et sa rédaction telle qu'adoptée à l'issue de l'examen au Sénat qui prévoyait une exonération partielle de la TICPE applicable aux véhicules opérationnels et de surveillance. L'argument invoqué réside dans le respect de la directive européenne du 27 octobre 2003 qui détermine les tarifs réduits minimum de la taxe sur les carburants. Ces montants sont fixés à environ 40 € par mégawattheure pour les essences et 33 € pour les gazoles. Ils représentent un plancher en dessous duquel le Sénat a estimé qu'il ne serait pas possible de descendre au regard du risque d'inconventionnalité d'une telle mesure. Cette ambition n'est pourtant pas incompatible avec le droit européen. L'article 19 de la directive prévoit en effet qu'un État membre peut demander à l'Union européenne d'appliquer des exonérations partielles supplémentaires, voire des exonérations totales de la TICPE, à la condition de motiver sa demande en raison de politiques spécifiques. Nous entrons ici totalement dans ce cas de figure, au regard des enjeux qui entourent aujourd'hui la lutte contre les feux de forêt et de la nécessité de redonner rapidement des moyens aux SDIS pour exercer leur rôle protecteur de la population et de l'environnement. Charge ensuite au gouvernement de convaincre la Commission européenne et nos partenaires européens de la nécessité et de la légitimité d'une exonération totale de la TICPE ou d'un montant inférieur au tarif plancher en faveur des SDIS. D'autres secteurs, il faut le savoir, bénéficient aujourd'hui d'exonérations totales ou partielles, qu'il s'agisse par exemple des taxis, de la navigation maritime ou aérienne, ou alors encore des véhicules d'entretien des massifs montagneux. Il n'est pas acceptable que les SDIS en soient exclus. En conséquence, l'amendement CL92 a été adopté par la Commission des lois afin de rétablir l'exonération totale initialement prévue en étendant le champ du dispositif à l'ensemble des véhicules des SDIS. En effet, il apparaît en pratique impossible de distinguer le carburant selon le type de véhicule pour lequel il est utilisé, sauf à créer une usine à gaz fiscale sans aucune portée opérationnelle. En tout cas, c'est ce que nous ont dit les directeurs de SDIS que l'on a auditionnés. L'objectif est donc de redonner une bouffée d'oxygène aux SDIS de façon immédiate et concrète. La Commission des lois a ensuite adopté 2 amendements rédactionnels et de coordination, CL79, CL80 à l'article 33, relatifs à l'exonération du malus au poids et du malus écologique de l'ensemble des véhicules hors route affectés aux missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. 9 amendements de coordination ont été adoptés à l'article 34 qui vise à créer pour une durée limitée à 3 ans un dispositif d'exonération de cotisation en faveur des employeurs publics et privés et sapeurs-pompiers volontaires à hauteur de 15 000 € maximum par employeur et par an. Ces amendements permettent notamment de garantir l'universalité du dispositif afin d'inclure aussi bien les employeurs publics que privés dans le champ d'application de l'article 34. Compte tenu du caractère expérimental de la mesure, la Commission des lois a adopté à mon initiative l'amendement CL89 afin de prévoir la remise par le gouvernement d'un rapport d'évaluation sur l'efficacité de ces mesures en amont de l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2027,
soit au plus tard le 30 septembre 2026, afin d'éclairer le Parlement sur l'intérêt de les modifier, de les abandonner ou alors de les pérenniser. À l'initiative de notre collègue Thomas Ménager, la commission des lois a adopté l'amendement CL47 qui crée un article additionnel pour prévoir des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études, ainsi que l'attribution de droits spécifiques au bénéfice des étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. À l'initiative de notre collègue Julien Bayou, un amendement numéro CL37 a été adopté par la commission pour reconnaître le caractère à risque et l'insalubrité du métier et mission des sapeurs-pompiers. Outre un amendement rédactionnel adopté à l'article 34 bis, la commission a enfin adopté l'amendement CL71 de notre collègue Didier Lemaire qui prévoit la remise d'un rapport par le gouvernement dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de la présente loi, présentant pour les années civiles 2022 et 2023 le nombre de coupes tactiques réalisées et le montant estimé de la prise en charge par les assurances des coupes tactiques effectuées. Et je vous remercie. Très bien, merci beaucoup monsieur le rapporteur, cher Eric, pour cette présentation. Et donc nous nous étions engagés à reprendre la totalité des amendements de la commission des lois, et donc je vais les mettre au vote individuellement. D'abord sur le 331 avant l'article 32, qui est pour, contre, adopté. Sur le 32, j'ai le 322 de monsieur le rapporteur qui est pour, contre, adopté. Je mets aux voix l'article 32 qui est pour, contre, adopté. Le 33, j'ai le 323 qui est pour, contre, adopté. 324 pour, contre, adopté. Je mets aux voix l'article 33 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'article 34, j'ai le 325 qui est pour, contre, adopté. Le 326 qui est pour, contre, adopté. Le 327 qui est pour, contre, adopté. Le 328 qui est pour, contre, adopté. Le 329 qui est pour, contre, adopté. Le 330 qui est pour, contre, adopté. Le 332 qui est pour, contre, adopté. Le 333 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 334 qui est pour, contre, adopté. Le 335 qui est pour, contre, adopté. Je mets donc aux voix l'article 34 qui est pour l'article, qui est contre, il est adopté. Article additionnel après l'article 34. Le 336 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 34 bis A, je mets directement aux voix le 34 bis A qui est pour, qui est contre, il est adopté. L'article additionnel après l'article 34 bis A, le 337 qui est pour, qui est contre, il est adopté. 34 bis, le 338 qui est pour, contre, adopté. Je mets aux voix l'article 34 bis qui est pour, contre, adopté. Article additionnel après l'article 34 bis, le 339 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et nous avons donc repris la totalité des amendements que vous proposiez, cher rapporteur. Merci beaucoup. Nous arrivons à un amendement, dernier amendement de titre, le 104, qui nous est proposé et qui est défendu par Madame Regol. C'est à vous. Merci beaucoup. Et proposé par ma collègue Marie Pochon. C'est un amendement, monsieur le rapporteur, qui nous ramène à ce débat sur la résilience que nous avons eu tout à l'heure, puisqu'il propose de rajouter le terme de résilience dans ce titre. Pourquoi ? Parce que toute la question qu'il y a autour de cette proposition de loi, tous les débats que nous avons eus portent sur la capacité à développer des politiques de résistance, de résilience face au réchauffement climatique, afin d'être en capacité d'anticiper, de lutter face aux incendies. Et donc, il serait bon signal de rajouter ce terme dans le titre, nous semble-t-il. Merci beaucoup. Quel est l'avis du rapporteur sur le titre ? Sans surprise, je suis d'accord avec la résilience contre les feux de forêt. Et donc, on est bien dans un texte qui a pour objectif de parler de la prévention au risque de feux de forêt. Mais il y aura un acte 2, ça a été évoqué ce matin, et cet acte 2 parlera de la résilience de la forêt pour sur tous ces aspects. Donc, je ne suis pas d'accord pour qu'on mette que résilience. Merci. Madame Regol. Très rapidement, je pense encore une fois que face à l'urgence, l'acte 2, c'est déjà hier qu'il aurait dû commencer. Bien, pas d'autres interventions. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 104 avec un avis défavorable du rapporteur, qui est pour,
Qui est contre? Il n'est pas adopté. Chers collègues, je vais mettre aux voix l'ensemble du texte. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre mobilisation. Merci aux rapporteurs, merci aux équipes et aux administrateurs de notre commission. Nous avons une prochaine réunion lundi 15 mai à 15h45, un article 88 sur ce même texte. Et puis le 17 mai à 9h30, nous nous retrouvons pour l'audition de M. Philippe Darmaillan sur les contrats de long terme d'électricité des industries électro-intensives. Merci beaucoup, chers collègues, et à très vite.